L'AS Monaco est officiellement de retour au sommet du football français. Dans une saison ignoble où Lyon a joué avec la peur d'être relégué et où Brest a réussi à se qualifier en Ligue des Champions, les hommes de la principauté ont réussi à remettre le club à sa place, c'est-à-dire sur le podium de Ligue 1. Second avec 67 points, soit le pire résultat pour cette position depuis l'OL et ses 65 points durant la saison 2015-2016. Les hommes en rouge et blanc ont profité de la faiblesse de la concurrence dans une année totalement ratée par la majorité des top clubs du championnat pour remonter là où se doit d'être leur place. Seconde meilleure attaque du championnat derrière le PSG, il y aura quand même un bémol dans cette année, avec une défense assez poreuse, avec 42 buts encaissés en 34 matchs. Pour sa première année au club, Adji Hutter a donc réussi sa première mission, il a qualifié son équipe en Ligue des Champions, il a réussi à créer une dynamique, une cohérence et une montée en puissance qui tout le long de la saison a permis à Monaco de redevenir ce grand club. Cette machine à mettre en valeur des jeunes talents et surtout un potentiel concurrent solide au Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas la seule réussite de l'année, puisqu'en coulisses, le nouveau directeur sportif s'est activé afin de permettre aux erreurs du passé de quitter le club. On le sait, Monaco est un club dont la stratégie est principalement construite autour de la mise en valeur de jeunes talents. Tout le monde se rappelle des gros noms sortis par un centre de formation performant, par une cellule de recrutement qui travaille plutôt bien, sauf qu'avant cette saison, les choses avaient bien changé. Les dernières années de Monaco avaient été entachées par des jeunes recrues surpayés que les coachs n'ont pas réussi à mettre en lumière, des talents qui n'ont pas éclos, que les blessures ont détruits, ou qui n'ont simplement pas le talent que les recruteurs voyaient en eux. Tout cela a créé un embouteillage, un énorme problème dans la construction de l'effectif, dans la masse salariale, les talents se sont empilés et beaucoup de problèmes en ont découlé. Sportivement, Monaco a régressé. Même en terminant sur le podium, ils ont réussi à rater la qualification européenne comme les Marseillais humiliés par le Panathinaikos. Les éliminations en coupe contre Nantes, Rodez et Rouen n'ont clairement pas aidé à remettre un groupe dans le droit chemin et ces échecs successifs ont créé une certaine réputation de perdant à une équipe qui n'a pas réussi à s'en défaire. L'ancien coach Clément en avait justement pâti, ses résultats obtenus étaient mitigés mais il avait fini par perdre le vestiaire et son départ a mené à une petite révolution en interne, puisqu'en plus de son départ, Paul Mitchell a lui aussi perdu en pouvoir avant de quitter la côte princière. Des changements sont nécessaires et la direction prend enfin le bon chemin en les mettant en place. Avec Thiago Scuro en directeur général et Adji Hutter en tant que coach, la SM repart pour un nouveau cycle censé remettre Monaco dans les bons rails. Le duo a commencé son périple dans la principauté en réalisant un gigantesque nettoyage de l'effectif, réussissant à sortir 9 joueurs non voulus par le staff, libérant de la place et de la masse salariale pour des arrivées réfléchies. Salisu, Singo, Zakaria et Thilo Kehrer sont clairement des recrues intelligentes, étalées sur la saison puisque l'Allemand est arrivé durant l'hiver, des arrivées qui ont largement renforcé l'effectif et qui ont un rôle important dans la quête d'une qualification européenne. Philippe Cohn est le nouveau gardien moyen signé pour succéder à un autre gardien moyen puisque c'est le poste où Monaco a le plus de mal sur le marché des transferts et cela depuis quelques années. Et finalement la grosse recrue Balogun en pointe a vécu une année d'acclimatation plutôt compliquée, bien sauvée par Ben Yedder et Mbolo. Porté par un mercato intelligent, un entraîneur avec des idées de jeu offensives et une dynamique positive, les Monégasques ont donc enfin retrouvé la pente ascendante. Tu sens que les choses vont dans le mieux en termes de résultats, mais surtout, ils réussissent enfin à de nouveau mettre leur talent en avant. Offensivement, tu es porté par une sacrée génération de joueurs, comprenant notamment Magnès Akiush et Elias Benseguir, qui éblouissent les rencontres par leur qualité technique et leur capacité d'élimination, notamment dans les zones adverses dangereuses. Ils permettent de remettre en valeur un centre de formation compétent, mais quelque peu sous-exploité pour laisser place à des recrues surpayées, et leur montée en puissance permet dans le même temps à leurs successeurs de croire qu'une place dans l'équipe peut les attendre, si comme leurs aînés, ils travaillent pour grandir du mieux possible. En prenant quelques décisions intelligentes, l'AS Monaco a réussi à tourner la page d'un chapitre compliqué pour le club. En soi, je connais pas une seule équipe qui ne vit pas ce genre de passage à vide, et cela aura permis à la direction de comprendre ses erreurs. En tout cas, je l'espère. Tout n'est pas parfait. Comme j'ai dit avant, le ménage a bien été géré mais n'est pas encore complet. La saison est une réussite, mais elle est bien aidée par le manque de concurrence sérieuse, et surtout, elle a été réussite sans Europe. Cette année était donc une première étape, le mercato a été une réussite, les résultats sont une réussite, mais maintenant que cette saison est dans le passé, il faut maintenant s'attaquer à l'avenir. Pour ce second été, avec une direction renforcée par l'arrivée d'un troisième maillon en la personne de Carlos Aviña Ibarrola, la ligne directrice reste inchangée en soi. Il fallait terminer le ménage en virant les joueurs qui n'avaient rien à faire dans la rotation, gérer les quelques contrats embêtants qui auraient pu impacter le mercato, renforcer les postes où des bons de sortie ont été offerts, et étoffer un peu l'équipe pour s'assurer que Hutter ait des options pour gérer une saison chargée en match, tout en laissant de la place aux jeunes tapant à la porte de l'équipe première de s'exprimer. Un équilibre devait continuer, et si le mercato a commencé par la signature
signature définitive de Kerrer en défense, il a surtout été suivi par un premier coup important. Ben Yedder, le capitaine de l'équipe et le buteur principal du coach, a quitté Monaco libre. Un départ qui fait mal puisqu'en plus d'être un élément d'expérience, un leader, un joueur de classe un peu sous-coté, il était surtout celui qui a apporté une vingtaine de buts par saison, que ce soit dans le jeu ou dans les statistiques, son apport était vraiment crucial, et si son départ est logique, il faut tout de même saluer son parcours avec le maillot rouge et blanc. L'attaque devient donc un chantier, puisqu'en plus de Ben Yedder, Boadou est envoyé en Allemagne, faisant partie des derniers échecs à sortir du club, son transfert ne fait pas tant de mal que ça, mais il accentue le besoin d'une solution offensive. L'ASM finira par aller chercher Georgi Linichenna, dont on parlera très bientôt, et Paris Brunner, grand espoir de Dortmund qui sort d'une saison où il aura fait parler de lui, que ce soit pour ses performances à Dortmund, en sélection allemande, ou bien ses affaires extrasportives. Pour cette saison, il est envoyé en prêt. La pointe de l'attaque se partagera donc entre Mbolo, Ilenichena et Balogun. Un choix audacieux, puisqu'en plus de tenter un pari avec Georges, la direction mise sur un retour en force de l'Américain. Très clairement, c'est risqué, puisque le Suisse est peu fiable physiquement, et l'Américain sort d'une saison où tout ce qu'il a montré à Reims, dans un contexte totalement différent, a quasiment disparu. Très vite, tu comprends l'idée derrière ce choix, puisqu'au lieu de miser sur un nouvel attaquant capable de remplacer Ben Yedder, Hutter et la direction décident de miser sur l'effectif actuel. Les attentes sur les offensives sont donc aujourd'hui plus élevés, puisqu'en plus de faire des différences, il leur est demandé de marquer plus de buts qu'à l'accoutumée. Je pense que ce sera intéressant de voir comment ils vont répondre aux défis. Et si j'ai peu de doute que Golovin et Minamino réussiront à mettre leur dizaine de buts, je suis intéressé de voir si Ben Seguir et Akliouche réussiront à se mettre au niveau. Plus que par une simple recrue, ce premier chantier a été réglé par une émulation de l'effectif, un changement dans la stratégie en place, mais le second, lui, sera bien géré par le mercato. Youssouf Fofana, à qui un bon de sortie avait été offert, souhaite quitter Monaco. Fidèle soldat du milieu de terrain qui n'a jamais rechigné à la tâche, qui comme Badiachil a travaillé pour monter en puissance, souhaite lui aussi passer à l'étape suivante de sa carrière. Après quelques négociations à gauche et à droite, c'est l'AC Milan qui s'offre son 8e milieu de terrain dans un transfert où les trois parties trouvent un accord qui arrange tout le monde. Avec les transferts de Le Marchal et Camara, le milieu devient donc le second chantier, et là le recrutement fut vraiment intelligent. Déjà, Christian Mawissa et Jordan Tézé sont signés pour renforcer la défense de l'équipe. Les deux sont encore une fois des recrues très bien choisis. Tézé sort d'une belle saison avec le PSV Eindhoven, où il aura fini champion d'Eredivisie. Et Matsima a connu sa première saison en Ligue 1 dans un Toulouse qui a vécu beaucoup de problèmes et qui a su les résoudre. Les deux choix suivent une logique. Ils apportent de la polyvalence puisque Tézé peut jouer dans le rôle de Singo, ce rôle hybride entre central, droit et latéral, et surtout, il permet de s'assurer que Danis Zakaria reste une option au milieu de terrain. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais la saison dernière, tu as encaissé 42 buts, ce qui fait de l'équipe la 7e défense du championnat. Ce recrutement permet donc de renforcer les deux secteurs, et il est appuyé par l'arrivée de Lamine Camara. Soyons clairs, je mérite au moins 1% de commission, puisque je l'avais prédit, mais ce transfert est le plus logique de ce mercato estival. Bloqué dans une équipe de Ligue 2, jouant en Ligue 1, Lamine Camara a ébloui par son talent, un club qui est finalement retourné là où est sa place pour le moment. Son départ a vraiment tardé. Je pensais que les offres pleuvraient, mais finalement c'est Monaco qui est en détente, l'a attiré en plein milieu du mercato. Pendant que les Lyonnais mettaient quasiment 65 millions sur Aurel Mangala et Niakate, les Monégasques en mettront quasiment autant sur l'ensemble de la mercato. Chaque recrue est cohérente. Chaque recrue est évidemment liée au jeu de son coach. Chaque transfert est bien pensé. Économiquement, sportivement, tu comprends tout. Et franchement, ça fait du bien de voir ça en Ligue 1. Une dernière recrue devait arriver au milieu de terrain pour étoffer le poste de 6. Pendant un long moment, ça a parlé de pas mal d'options comme Boubakary Soumaré ou Manu Koné, qui personnellement me faisait plaisir. Et ça permettait de clôturer ce qui est pour moi l'un des meilleurs mercatos de Ligue 1, voire même d'Europe. Malheureusement, aucune arrivée supplémentaire n'aura lieu. Un regret qui pourrait être important, sauf si évidemment une solution interne est trouvée d'ici la fin de la trêve internationale. À ce recrutement, tu ajoutes quelques belles surprises du centre qui pourraient commencer à faire leurs racines durant le déroulé du championnat comme Simon Boabré, et tu comprends pourquoi l'AS Monaco est favori pour la seconde place cette saison. Comme je l'ai dit, ce mercato comporte un risque, puisque tu augmentes la pression sur les jeunes offensifs, tu sacrifies un buteur à 20 buts minimum en espérant que l'effectif réponde aux défis, et ça risque par moment de te coûter quelques points. Maintenant, si ça fonctionne, tu vas clairement ressortir grandi, puisque tu auras 5-6 joueurs avec au moins 10 buts dans ton effectif, qui auront porté ta saison, qui auront enfin éclos, et donc que tu auras valorisé. La hype est vraiment haute. Tout le monde espère voir Monaco au sommet, certains espèrent même les voir concurrencer le PSG, et franchement, jusqu'à ce que j'écrive cette vidéo, j'étais dans cette catégorie. Mais maintenant que je t'ai présenté les choses correctement, toi-même tu te rends compte que c'est pas encore totalement le moment, à moins d'une belle surprise. Les objectifs sont clairs, essayer de passer les poules de Ligue des Champions,
ne pas vivre une nouvelle humiliation en coupe et continuer à se qualifier en Ligue des Champions via le championnat. Personnellement, je pense que viser plus haut serait chercher trop loin pour une seconde année de projet. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que se fixer ce genre d'objectif ne ferait qu'augmenter la pression. Pour moi, tout ce qui viendra après ces objectifs ne sera que du bonus. Il ne faut pas trop forcer un groupe qui commence à peine à prendre en poids, à sortir des eaux troubles où il était plongé depuis quelques années, mais bien évidemment, cette conclusion n'est que la mienne. Dans tous les cas, les supporters monégasques vont vivre une belle saison et on sera simplement là pour les accompagner.